Bienvenue sur la chaîne La Conteuse. Je suis Charline, la grande sœur de notre conteuse, et aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire d'un homme dont l'influence a marqué le Cameroun moderne, le docteur Louis-Paul Ojula. Médecin dévoué, homme politique controversé, Ojula a laissé une empreinte indélébile sur ce pays, à tel point que le Cameroun d'aujourd'hui est en grande partie le reflet de son action. Plongeons ensemble dans la vie complexe de cet homme, depuis ses débuts en Algérie jusqu'à son rôle crucial dans l'histoire camerounaise. L'histoire du Cameroun moderne est indissociable de celle d'un homme, le docteur Louis-Paul Ojula, dont l'influence a été si profonde que l'on peut dire que le Cameroun d'aujourd'hui est en grande partie le reflet de ce qu'Ojula en a fait. Plongeons-nous dans l'histoire fascinante de cet homme complexe, à la fois médecin dévoué et figure politique controversée. Tout commence le 29 août 1910 à Saïda, une petite ville d'Algérie alors sous domination française. C'est là que naît Louis-Paul Ojula, fils d'une famille française ayant émigré au XIXe siècle. Le jeune Louis grandit dans cette Algérie coloniale, fréquentant le collège Sidi Abel où son père était enseignant. C'était un enfant brillant dans l'optique où ce n'était pas n'importe qui obtenait le baccalauréat tout en étant lauréat à 17 ans, surtout à l'époque. À 18 ans, animé par l'ambition et la soif de connaissance, Ojula quitte Oran pour la métropole française. Il s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université catholique de Lille, dans le nord de la France. C'est là qu'il fait une rencontre déterminante, le cardinal Liénard. Ce prélat, connu pour son engagement auprès des ouvriers et son amitié personnelle avec le maréchal Pétain, prend le jeune Ojula sous son aile. Bien que jugé progressiste par certains, le cardinal Liénard aura du mal à condamner clairement l'occupation nazie quelques années plus tard, une ambiguïté qui se reflétera dans la pensée d'Ojula. En 1934, Ojula obtient son doctorat en médecine à Nancy. Il passe ensuite 2 années cruciales à travailler avec le professeur Legrand dans son laboratoire de physiologie. Cette expérience renforce sa passion pour la médecine et son désir de mettre ses connaissances au service de l'humanité. L'année 1935 marque un tournant dans la vie d'Ojula. Il participe à une enquête médicale au Cameroun et au Gabon. Ce voyage est une révélation. Profondément touché par ce qu'il voit, Ojula se sent investi d'une mission. Il rêve de suivre les pas du célèbre docteur Albert Schweitzer, connu pour son travail humanitaire en Afrique. En 1936, fraîchement marié, Ojula prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Il s'installe définitivement au Cameroun suite à l'appel de Monseigneur Graffin qui était l'archevêque de Yaoundé. Ojula rejoint donc le Cameroun. Il fonde la fondation médicale Atlusem à Efok, réalisant ainsi son rêve de devenir médecin missionnaire. Malgré le manque de financement jusqu'en 1946 avec la mise en place du FIDES, son centre de santé se développe quand même, s'étendant à d'autres contrées comme à l'ouest, Bafan et Douala. Il est important de noter qu'avant même son installation officielle au Cameroun, Ojula avait déjà travaillé en 1931 avec le médecin militaire Lakintini à l'hôpital indigène de Douala. Lakintini, qui était le promoteur de cet établissement à l'époque, était un ami d'Ojula. Lakintini a soutenu tous les médecins du service public dans leurs recherches. Cette expérience a renforcé l'influence et le soutien d'Ojula parmi les médecins du service public. De plus, il bénéficiait du soutien de l'Église et de bienfaiteurs en France pour ses projets hospitaliers, ce qui lui a valu le surnom affectueux d'Ojula l'Africain. Pendant 10 ans, de 1936 à 1946, Ojula se consacre corps et âme à son travail médical. Ces années sont marquées par la Seconde Guerre mondiale et la tutelle franco-britannique sur le Cameroun. C'est une période tumultueuse, mais Ojula reste concentré sur sa mission médicale, tout en commençant à s'impliquer dans les affaires politiques. À partir des dons de ses structures et ses entreprises médicales, il a gagné la sympathie de la population camerounaise, surtout celle du centre du Cameroun. Quand on examine de près tout ce qui va se passer par la suite, on comprend qu'il préparait le terrain et il a réussi avec succès. En 1944, il participa à la conférence de Brazzaville pour défendre les intérêts de la France dans ses colonies. Il fit ensuite une entrée spectaculaire sur la scène politique en se présentant comme le représentant officiel du Cameroun à la tribune des Nations Unies en décembre 1946. Il prononça un discours qu'il avait lui-même rédigé, ignorant les Camerounais, dans lequel il affirmait la volonté de la France de prolonger sa tutelle sur le Cameroun. Ojula devient député dès 1949 avec le Camerounais Douala Mangabel qui était franco-camerounais à cette époque-là pour discuter les accords de tutelle.
Malheureusement, lors de ces accords, Ojula n'a pas joué le rôle qu'on attendait de lui. Il a plutôt joué un rôle assez rocambolesque, portant préjudice et défendant les intérêts de la France au détriment du Cameroun. Louis-Paul Ojula a menti en affirmant que les accords étaient connus et acceptés par les populations camerounaises, alors qu'en réalité, leur connaissance et leur acceptation étaient très limitées. Ces accords stipulaient que le Cameroun serait administré comme une partie intégrante de la France, et que le Conseil pouvait les approuver, ce qui a effectivement été fait. Lors de ce discours, il ne s'est pas montré cohérent avec lui-même, au contraire, il a défendu les intérêts de la France en avançant des mensonges, comme celui selon lequel les Camerounais avaient adhéré au projet de tutelle, ce qui n'était pas le cas. En réalité, les Camerounais n'en avaient même pas connaissance. Il faudra attendre la fondation de l'UPC en 1948 et le voyage de UNOB aux Nations Unies pour que les Camerounais découvrent cette supercherie. On peut donc comprendre la méfiance profonde qu'il aura envers ce parti nationaliste camerounais. Les Camerounais ne seront informés de ces événements qu'à partir des années 1952, lors du voyage de UNOB aux Nations Unies. Après l'adoption des accords de tutelle de 1946, Ojula sera récompensé par la puissance tutélaire. Elle se présentera aux élections avec les modifications apportées à la Constitution de 1946, devenant ainsi candidat aux élections territoriales de 1951. Il est à noter qu'il occupera également la présidence de l'Assemblée nationale pendant 2 ans, entre-temps il avait déjà été nommé ministre en France en 1949. En 1951, face à la montée en puissance de l'Union des populations du Cameroun, UPC, dirigée par Ruben UNOB, Ojula fonde le Bloc démocratique camerounais. Son objectif est clair, contrer l'influence grandissante de l'UPC qui prône l'indépendance immédiate et complète du Cameroun. L'UPC a mis en avant un programme qui allait à l'encontre de ses aspirations, à savoir intégrer le Cameroun dans l'Union française et le faire devenir une partie intégrante de la France. Ojula a donc vu ses projets entravés par l'UPC, et voyant que le haut-commissaire en place était un peu trop conciliant étant donné qu'il s'agissait de l'UPC, il permettait donc à ses assemblées et réunions de se dérouler librement. C'est Ojula qui a alors demandé au ministre Dourmer de remplacer ce haut-commissaire par quelqu'un de beaucoup plus autoritaire, capable de briser le mouvement de ce parti. Mais avant d'y parvenir, il est essentiel de comprendre qu'Ojula était le premier à diaboliser l'UPC en le traitant de parti communiste. N'ayant pas réussi avec cette stratégie, il a donc envisagé un autre moyen, à savoir demander la nomination d'un haut-commissaire plus sévère, plus déterminé. Ainsi, Roland Pré a été choisi, lui qui avait déjà réprimé des manifestants en Guinée-Conakry. Lorsque don Roland Pré a été nommé au Cameroun, c'était à la demande d'Ojula. Un ministre député français du Nord Cameroun a manifesté et protesté en disant que si Roland Pré est maintenu au Cameroun, le sang ne tardera pas à couler. Ce présage s'est malheureusement réalisé avec les événements de mai 1955, qui ont donné à Ojula et à son haut-commissaire l'occasion de promulguer le décret du 13 juillet 1955, interdisant et dissolvant l'UPC ainsi que ses organisations affiliées. Lorsque l'UPC a été interdite, des mandats d'arrêt ont été lancés à la suite de divers événements, notamment des manifestations rurales. Profitant de l'absence du UNOB, leader de l'UPC, le gouvernement a intensifié ses actions. Ojula a saisi l'opportunité pour promulguer le décret du 13 juillet 1955, interdisant l'UPC et ses organisations affiliées, tout en émettant des mandats d'arrêt contre tous les dirigeants de l'UPC à ce moment-là. Ils étaient donc obligés de se réfugier dans le Cameroun britannique qui était sous la gestion britannique et Ruben UNOB lui était réfugié depuis bien avant dans la forêt de Bounibel dans la Senaga maritime. Il faut préciser qu'avant d'arriver à cela, n'ayant pas pu mettre fin à l'activité de l'UPC, Ojula avait créé un parti, le Bloc démocratique camerounais le BDC en 1951 pour contrecarrer l'engagement de l'UPC au sein de la population camerounaise. André Fouda, Amadou Aïdjo et André-Marie Mida furent membres de ce parti. N'ayant pas réussi à entraver l'enclave sociale de l'UPC au sein de la population camerounaise, ils ont créé d'autres partis tels que les OCAM, l'Indécam, et ainsi de suite. Cependant, malgré ces efforts, plus on attaquait l'UPC, plus ce parti gagnait en popularité. Mida, qui était dans le cercle de Louis-Paul Ojula,
a refusé de se faire initier dans le cadre d'un cercle ésotérique que Ojula voulait créer pour initier les jeunes Camerounais. Cet incident a créé une fracture entre les deux hommes. Par la suite, Mida a fondé son propre parti politique et lors des élections de 1956, il s'est présenté contre son mentor Louis-Po Ojula. 3 candidats étaient en lice, Louis-Po Ojula, Charles Assalé et André-Marie Mida. Mida a remporté l'élection. C'est à partir de ce moment que le déclin d'Ojula a commencé. Louis-Po Ojula a façonné l'architecture politique et a formé tous les hommes politiques camerounais. Il était l'homme de l'ombre, le cerveau de la politique française au Cameroun. Grâce à ses initiatives sociales, il a gagné la sympathie de nombreux Camerounais. André-Marie Mida, qui fut le premier président du Cameroun, mais plus tard destitué et remplacé par Ahidjo, car ce dernier semblait être un homme modéré apte à la conciliation. Lorsque l'UPC a été éliminé, Ahidjo était au pouvoir et prêt à exécuter les volontés françaises. L'œuvre accomplie par Ojula au Cameroun a été récompensée. De 1950 à 1954, il a été ministre en France. Malgré les nombreux remaniements ministériels sous la 4e République française, il a occupé divers postes tels que secrétaire d'État, ministre du Travail, ministre de la Santé, en reconnaissance de ses services. Tous ceux qui ont défendu les intérêts de la France au Cameroun ont été récompensés de manière similaire. Louis-Po Ojula, bien qu'il n'ait pas été directement investi, était architecte de la politique française au Cameroun et en Afrique. En Afrique, du fait de sa naissance et de sa compréhension de la psychologie africaine, il est peu connu au Cameroun, les pouvoirs publics ayant limité la diffusion de son histoire, faute d'instituts de recherche et de publications sur cette époque. Si le programme politique du Parti nationaliste camerounais n'a pas été pleinement réalisé, c'est en grande partie à cause d'Ojula. Le Cameroun contemporain doit beaucoup à son influence. La corruption morale qui persiste au Cameroun aujourd'hui a été inaugurée par Ojula dès les années 1946. Cette corruption a perduré depuis, notamment à travers les élections truquées en 1951. Après avoir été battu par André-Marie Mida aux élections de 1956, Ojula est retourné en France. Si la France n'a pas perdu le Cameroun, c'est en grande partie grâce à Ojula, qui a réussi à neutraliser le parti nationaliste camerounais. Ojula disait souvent, « La politique n'est pas une fin en soi en Afrique, la promotion de l'homme est l'objectif essentiel ». Pendant ses mandats ministériels, Ojula a travaillé activement pour la promotion de l'Ourmer, notamment à travers des projets de loi sur le code du travail et les droits des métis. Son action visait à obtenir des gains substantiels pour la France. Lorsqu'on parle de la lutte d'indépendance en dehors de l'Algérie française, il n'a que le Cameroun qui a connu cet épisode. Les autres pays n'ont pas eu le même engouement, le même élan de défendre leur liberté comme le Cameroun, le cas du Cameroun qui est assez spécifique. C'est pour ça qu'on a envoyé les anciens commandos d'Indochine et d'Algérie. La France entendait susciter une petite élite sous son contrôle. La France n'attendait pas que le Cameroun aille vers l'indépendance ou la réunification telle que le demandait le Parti nationaliste camerounais. Et même quand bien même le Cameroun pourrait y aller un jour comme le prétendaient les accords de tutelle, c'était sous le contrôle de la France. Or, l'UPC voulait le faire de manière assez indépendante. Louis-Po Ojula est décédé le 2 décembre 1973 dans le 14e arrondissement de Paris, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. D'un côté, il est reconnu pour son travail médical et humanitaire au Cameroun. De l'autre, il est critiqué pour son rôle dans la répression politique et pour avoir favorisé les intérêts français au détriment des aspirations nationalistes camerounaises. Il est le membre de l'IOM, le groupe des indépendants d'Outre-mer qui est un groupe parlementaire des indépendants d'Outre-mer sous la 4e République, des députés élus des colonies françaises non apparentés aux divers partis politiques nationaux. Le groupe est créé par Léopold Sédar Senghor. Son influence sur le Cameroun a été profonde, façonnant en grande partie l'État camerounais tel qu'il existe aujourd'hui. Ojula incarne à lui seul les tensions entre le désir d'aider et celui de dominer, entre la mission civilisatrice autoproclamée de la France et les aspirations légitimes à l'indépendance des peuples colonisés. Aujourd'hui encore, le nom d'Ojula suscite des débats passionnés au Cameroun. Pour certains, il reste un bienfaiteur qui a apporté la médecine moderne au pays.
Pour d'autres, il symbolise les derniers soubresauts d'un système colonial obsolète. Quoi qu'il en soit, son impact sur l'histoire du Cameroun est indéniable, faisant de Louis-Paul Ojula une figure incontournable pour comprendre le Cameroun d'aujourd'hui. Entre engagement humanitaire et manœuvres politiques, son héritage continue de susciter des débats passionnés. Ojula incarne les contradictions d'une époque où l'aide et la domination se mêlaient, façonnant un pays en pleine quête d'identité. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Conteuse. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes. À très bientôt.